Bonjour chez vous, bienvenue pour cette 13e de cette semaine J'ai vu. Vous connaissez le principe. Au programme, une dizaine de films. Je donne mon petit avis accompagné de ma note sur 20. À la fin de l'émission, vous retrouverez une invitée spéciale cette fois-ci, plus un tag sympa. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir qui a été tagué. C'est parti les enfants. Cette semaine, j'ai vu le très attendu The Witch, réalisé par Robert Eggers avec Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson et Kate Dickie. Au XVIIe siècle, un couple de fermiers avec leurs 5 enfants partent de la ville pour se retirer du monde dans une forêt. Leur vie pieuse va vite basculer dans l'horreur quand leur nouveau-né va disparaître mystérieusement. Ce qui frappe en premier lieu dans l'univers singulier de The Witch, avant d'aborder son côté horrifique, ce sont les éléments naturels du film qui sont magnifiquement filmés. La photographie est tout simplement impressionnante et chaque cadre est travaillé pour que cela évoque l'œuvre christique de Bartolomé Esteban Murillo. Rajouter une atmosphère pesante avec des acteurs au summum de leur interprétation, car dans The Witch c'est éclatant, comme les acteurs sont véritablement au top, ils livrent une performance incroyable, y compris les enfants. Au niveau scénario, ça pourrait paraître simpliste à première vue, mais au contraire, c'est extrêmement bien pensé, travaillé et bien trouvé. Les conflits entre les personnages apportent une tension dramatique assez admirable, un regard silencieux qui veut tout dire, les divisions, les coups bas bien sûr qui vont avec les réactions épidermiques sont tout simplement admirables. Ce qui est fascinant dans The Witch, c'est le côté horrifique épuré, accompagné d'une bande son absolument terrifiante. Pas la peine d'en montrer des tonnes, au contraire, les scènes horrifiques apparaissent véritablement là où on ne s'y attend pas. C'est court, mais très très intense. Et puis, qu'est-ce qui nous fait peur véritablement dans un film de l'hémoglobine à profusion ou des choses mystiques qu'on ne connaît pas? J'opte pour la seconde option. The Witch a été élu par beaucoup de cinéphiles comme le meilleur film d'horreur de cette année 2016. Eh bien, je signe et ma note est de 19 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Finest Hours, réalisé par Greg Gillespie avec Chris Pine, Casey Affleck et la très très jolie Holliday Grainger. Dans les années 50, sur la côte est des États-Unis, une tempête va tout détruire sur son passage, brisant 2 pétroliers en deux. D'un côté, le responsable officier va tout faire pour tenter de survivre et de sauver son équipage ainsi que le navire. Et de l'autre côté, une équipe de garde-côtes vont s'aventurer dans les eaux dangereuses pour les secourir. The Finest Hours est construit comme les films catastrophes des années 70. On pense à la Tour Infernale ou à l'aventure du Poséidon, avec des sous-intrigues bien ficelées et de la romance. Tiré d'une histoire vraie, The Finest Hours est un grand film d'aventure épique avec son joli lot de séquences d'action porté par un Casey Affleck impeccable et un Chris Pine touchant aux allures de James Stewart. Même si on est dans une grande production de Disney, certains pourront reprocher quelques longueurs, une romance naïve. Eh bien, le film, globalement, est extrêmement bien construit et on s'emmerde pas une seule seconde. Et c'est ça le plus important. Et puis, il y a des séquences d'action, mais vraiment extraordinaires dedans. Et je pense à la scène du bateau qui doit traverser les immenses vagues. Rien que cette scène-là, elle est absolument extraordinaire. Ça m'a véritablement scotché. Donc The Finest Hours dans la catégorie des films d'aventure 2016, il a tout à fait sa place et c'est bien mérité et c'est très très bien réalisé, très bien joué. Donc regardez The Finest Hours, je vous le conseille et je lui donne une note de 15 sur 20.
Cette semaine, j'ai vu Anomalisa, réalisé par Charlie Kaufman, avec les voix de David Thewlis et Jennifer Jason Leigh. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Michael Stone, père de famille déprimé de la vie, rencontre Lisa lors d'un voyage d'affaires. Beaucoup de personnes crient au chef-d'œuvre devant ce film, beaucoup de critiques, et c'est vrai que sur le papier, il avait tout pour me plaire. Charlie Kaufman déjà, il avait déjà réalisé un film avec Nicolas Cage, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était un très très bon film, adaptation je crois, et c'est le scénariste d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, excellent film de Michel Gondry, le meilleur d'ailleurs, et sur le papier, il avait vraiment tout pour me plaire avec ce parti pris de faire un film d'animation pour adultes. Et résultat final, qu'est-ce que je l'ai trouvé chiant. Mais alors chiant, mais chiant. Et les plans durent des plombes. On s'emmerde, l'histoire est aussi intéressante que si on avait une conversation avec un bol de riz sans riz dedans. C'est vraiment une catastrophe à tous les niveaux. Et je n'ai rien vu de poétique, je n'ai rien vu d'envoûtant dans ce film. Ce film dure 1h30 et pour moi, il a duré 20 heures. J'ai souffert le martyre, j'ai cru crever les enfants. Donc, Anomalisa comporte des séquences hallucinantes, mais dans le mauvais sens du terme, où le personnage, qui est d'ailleurs détestable, d'ailleurs tous les personnages de ce film sont détestables, en plus que l'histoire est pas du tout passionnante, à un moment donné, il essaye d'ouvrir la porte de sa chambre d'hôtel, il se reprend à 4 fois, et cette scène qui dure des plombes est répétée 2 fois dans le film et ça dure 10 minutes. Pourquoi? C'est des plans qui ne servent absolument à rien, c'est chiant, c'est mou, c'est vraiment, je déteste ce film et je déteste Charlie Kaufman de nous avoir pondu un film pareil. Et je ne le supporte pas ce film, je ne veux plus jamais le revoir, je le raye de ma liste, il m'a traumatisé et je lui donne une note de 0 sur 20. Cette semaine j'ai vu Gods of Egypt, réalisé par l'excellent Alex Proyas avec Nicolas Coster-Waldau, je ne sais pas comment ça se prononce, Gérard Butler et la bombe atomique Courtney Eaton. L'Égypte est plongée dans le chaos quand Seth prend le pouvoir en assassinant le roi. Pendant ce temps-là, un jeune mortel va essayer d'aider Horus, dieu déchu du royaume, et aussi de tenter de sauver sa belle. Gods of Egypt a été critiqué par la presse américaine comme le plus mauvais film de 2016. Est-ce le cas? Réponse carrément pas. J'ai tout simplement adoré ce film et Alex Proyas ne m'a jamais déçu. Alors bien sûr, pour apprécier à sa juste valeur le film, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être ouvert au mélange délirant de films SF, manga à la sauce Z. Loin de moi de dire que c'est un chef-d'œuvre, ce film est tout simplement un plaisir coupable. Les acteurs sont bons, sont beaux, les actrices sont belles et magnifiques. Mention spéciale, je le répète encore une fois, à la beauté troublante et juvénile de Courtney Eaton. Les effets spéciaux sont réussis, l'action est jouissive, le scénario est simpliste mais c'est pas grave. Bon, il est accompagné de dialogues un peu what the fuck, mais tout ça forme un ensemble extrêmement réjouissant et il faut prendre ce film comme un pur divertissement. Et même dans ce film, il y a des séquences, notamment une que j'adore, celle du dieu qui tire le soleil. Je la trouve absolument
extraordinaire. Gods of Egypt est bourré de références cinématographiques, de mangas, de jeux vidéo, comme je vous l'ai dit. On pense à Prince of Persia, à Saint Seiya, et il mérite clairement pas le bashing. Donc il faut arrêter un peu de se prendre au sérieux, d'être trop élitiste. Et le jour où la France sortira un film de SF aussi délirant, eh bien ce sera un exploit, parce que dans cette catégorie-là, eh bien, on est nuls les enfants. Donc voilà, je vous invite tous à voir Gods of Egypt, réalisé par Alex Proyas, qui est un excellent divertissement, et je lui donne une note de 16/20. Cette semaine, j'ai vu The Hollow, réalisé par Colin Hardy avec Joseph Moll et Borana Novakovic. Un couple s'installe en pleine forêt en Irlande, et malgré la mise en garde des habitants du village sur quelque chose d'étrange qui se trouverait dans la forêt, eh bien le couple reste sceptique, mais vont vite découvrir qu'une force démoniaque guette. The Hollow, ou Le Sanctuaire, titre en français, est un petit film indépendant assez brillant dans son concept de base. Les séquences horrifiques, puisque c'est ça le principal, sont assez bien exploitées, tout comme les personnages ont une belle tension dramatique et de belles interactions entre elles. Et le film tient la route du début jusqu'à la fin, avec un certain suspense non déplaisant, et déjà ça c'est vraiment très bien. Donc il faut dire que c'est un petit film catégorie série B, avec des effets spéciaux certes réussis, mais avec petit budget, et sans que le scénario propose de choses novatrices. Eh bien il y a de la tension et même des petits passages qui font bien flipper, et c'est tout ce qu'on demande, et ma note du film est de 12/20. Cette semaine, j'ai vu Les Ardennes, réalisé par Robin Pron, avec Jérôme Perceval et Kevin Janssens, ou Ronsens. C'est l'histoire de deux frères. L'un va casquer 4 ans de prison pour l'autre, et à sa sortie, il ne se doute pas que l'autre frère sort avec sa copine. J'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur du film, parce que la réalisation est lente, molle, une photographie pas très bien shootée, proche d'un téléfilm qu'on n'a vraiment pas envie de voir. Personnage déprimant, histoire pas très passionnante, ça commence véritablement comme du cinéma social, et j'étais vraiment pas préparé à ça. Et j'ai trouvé que les 29 premières minutes sont très très longues, mais une fois qu'on a dépassé ce stade-là, et bien là, je retrouve tous les critiques de mes potes cinéphiles qui me disaient « Ouais, c'est un pur film et tout, il y a du Tarantino dedans et tout ». Et là, j'étais très content, parce que ça commence à fonctionner, l'histoire se met en place, fonctionne, donc les personnages prennent de l'épaisseur, la réalisation devient vive, les séquences d'action sont jouissives, les dialogues sont intelligents, percutants. Et au final, c'est un très très bon film, donc je suis très content du résultat. Mais bon, il faut s'enquiller quand même ces 29 premières minutes que j'ai trouvé très très chiantes. Donc pas grand chose à dire de plus de ce film. Courez le voir, Les Ardennes, c'est un très bon film qui mérite un 15/20. Cette semaine, j'ai vu 1+1, réalisé par Claude Lelouch, avec Jean Dujardin, Elsa Zilberstein et l'excellent Christophe Lambert. Un homme rencontre une femme en Inde. Pour résumer, Claude Lelouch au top, un trio d'acteurs formidables, magnifiques, Jean Dujardin en parfait connard, Elsa Zilberstein touchante en femme légère et insouciante, et Christophe Lambert savoureux en ambassadeur très futé. 1+1 est une comédie romantique sacrément bien réalisée et intelligente, parfait dosage entre humour et réflexion sur la nature des sentiments amoureux, tout ça souligné sur la très belle musique de Francis Lay. Dans 1+1, vous allez retrouver de
très très belles envolées romantiques avec des dialogues parfois tordants, parfois grinçants, qui forment quelque chose d'assez explosif entre Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. C'est vraiment génial. Et mention spéciale à Christophe Lambert, très très peu de passages dans le film, mais à chaque fois qu'il apparaît, c'est vraiment très 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 réjouissant et j'adore Christophe Lambert. D'ailleurs, je comprends pas son virage à 180 degrés des films d'action de série B, mais bon, bref, c'est très très bien qu'on puisse le revoir avec tout le talent qu'il peut donner à l'écran, et ça c'est une formidable idée de lui avoir donné un rôle comme ça dans 1+1. Donc les acteurs sont vraiment très très bons, la réalisation est fait un pied de nez aux comédies françaises. Claude Lelouch prouve tout simplement qu'on peut faire une comédie intelligente avec un véritable scénario, avec une véritable réalisation. Dans le film, il y a des plans mais qui sont ouf, qui sont vraiment trop beaux, et tout ça forme tout simplement, je pense, le meilleur film français de l'année 2016 que j'ai pu voir. Donc voilà, et je vous conseille véritablement de vous jeter dessus. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas apprécié un Claude Lelouch, et là il est en très très grande forme, et ma note est de 17/20. Courez-y. Cette semaine, j'ai vu Kill Your Friends, réalisé par Owen Harris avec l'excellent Nicolas Hoult. Fin des années 90, un jeune loup cupide mais intelligent, chasseur de têtes, chasseur de groupes de musique, et fait tout pour tenter de sauver son poste. Il vit de drogue, de violence. Ce film, ça raconte son histoire. C'est parti pour une descente aux enfers. Kill Your Friends est un film assez réjouissant. On pense instantanément à American Psycho pour le côté déjanté, névrosé, psychotique du personnage principal incarné par Nicolas Hoult, qui sait décidément tout jouer, choisit minutieusement ses films, sont toujours de qualité, et Kill Your Friends fait partie de ces films de très grande qualité. Kill Your Friends est une critique acerbe sur le milieu musical. Alors même si le réalisateur nous le présente comme une fable, comme une caricature, on devine quand même qu'il y a quelques vérités dans ce qu'il raconte. C'est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien interprété, souligné par une BO plus que sympa. Donc je vous invite à voir Kill Your Friends, qu'il faut pas manquer. C'est un très très bon film, et ma note du film est de 15/20. Cette semaine, j'ai vu Hardcore Henry d'Ilya Naishuller avec Charlotte Copley et Danila Koloski. Henry se réveille amnésique, tout s'enchaîne très vite, sa femme s'est faite enlever et il doit affronter une horde d'ennemis avec l'aide du mystérieux Jimmy. Hardcore Henry, c'est un peu le film dont vous êtes le héros, filmé comme un jeu vidéo de FPS, First Person Shooter. Le film enchaîne les séquences d'action à vitesse grand V et laisse peu de place pour la respiration du spectateur. Si vous êtes un gamer de FPS, vous allez adorer le film. Les autres, c'est le mal de crâne assuré. Hardcore Henry est-il la révolution du cinéma? Certainement pas, mais il va s'inscrire à mon humble avis au panthéon des films au concept unique. Un seul, ça suffit. Hardcore Henry est-il un bon film? Oui et non. Au-delà du concept original, Doom, le live action, avait testé et c'était lamentablement vautré, le récent Maniac avec plus ou moins de succès. Ici, on assume pleinement le manque de scénario et on se focalise à fond les ballons sur l'action. Si on accepte le concept, on va vivre un grand moment de pure folie. Les autres vont juste gerber, et ma note est de 14/20. Cette semaine, j'ai vu Colonia, un film réalisé par Florian Gallenberger avec Emma Watson et Daniel Brühl. Dans les années 70, au Chili, le général Pinochet prend le pouvoir, fait un coup d'État.
C'est l'histoire d'un jeune couple joué par Daniel Brühl et Emma Watson qui vont être séparés. L'un va être mis dans un camp de tortionnaires, limite un camp nazi dirigé par le chef d'une secte avec des tendances complètement tarées. Et l'autre personnage qui est joué par Emma Watson va essayer de s'infiltrer dans ce camp pour tenter de le sauver tout simplement. Je vais aborder deux points négatifs dans le film. Un qui n'a pas trop d'importance, c'est des ellipses un peu what the fuck, mais bon, ça passe. Et l'autre qui m'a plutôt chiffonné, c'est l'interprétation d'Emma Watson qui joue un rôle qui est de tous les plans dans le film. Elle porte véritablement le film et parfois elle joue mal. C'est un personnage qui est presque mutique, qui a pas beaucoup de dialogue, et quand on joue un personnage comme ça, eh bien l'interprétation passe par le regard, par toutes les expressions du visage, et je trouve que dans certains plans elle s'y prend mal et ça sonne un petit peu faux. Mais au-delà de ça, le film, dans sa globalité, est excellent. Et ça commence par les 15 premières minutes historiques, le coup d'état, etc. Et une fois qu'il rentre dans le camp du fou furieux tenu par Schaffer, le patron de cette secte religieuse aux idées du Troisième Reich, et bien là on rentre véritablement dans la 4e dimension, et c'est extrêmement bien réalisé avec beaucoup de tension, il y a beaucoup de suspense, et on a vraiment peur pour ces deux personnages principaux parce qu'ils sont courageux mais faibles. Ils sont pas forts, ils savent pas se servir d'une arme, etc. Ils vont essayer de trouver des solutions pour essayer de sortir du camp tous les deux. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et jusqu'à la dernière seconde du film, on ne sait pas du tout s'ils vont s'en sortir parce qu'on a vraiment les chocottes. Et ça, c'est vraiment très très bon sur ce plan-là. Ensuite, ce qui m'a plu, c'est l'interprétation de Schaffer, qui est un mec complètement dingue. Et ça, je ne me rappelle plus de l'acteur, je m'excuse, je vous le marquerai sur la vidéo, mais il joue un taré exceptionnel. Et donc, ce qu'il y a d'important à dire, c'est que cette Colonia Dignidad, ce camp de la mort, a véritablement existé au Chili, et ça fait franchement froid dans le dos. Donc bon voilà, mis à part ces petits bémols, peut-être que vous le verrez pas du tout, mais bon, moi ça m'a un petit peu interpellé, mais dans l'ensemble le film est très très bon et je lui donne une note de 15/20. Colonia. Place maintenant à l'invitée spéciale qui est une booktubeuse. Elle s'appelle Efreya, dévoreuse de livres. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle va vous conseiller pas un film mais une série. Vous allez voir, elle a du goût. C'est parti pour elle. Bonjour à tous, donc je tiens évidemment à remercier Kim de m'avoir choisi comme invité spécial pour cette vidéo. J'ai choisi non pas un film mais une série. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'études de cinéma, donc je n'ai pas forcément le vocabulaire adéquat et je ne suis probablement pas la personne la mieux placée pour vous en parler correctement. La série dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Banshee. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur que j'ai découvert grâce à Canal+, il y a maintenant 1 ou 2 ans. Cette série est d'abord connue en fait grâce à l'un de ses producteurs, Alan Ball, qui a aussi suivi True Blood et 6 Feet Under. Alors Banshee c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire d'un cambrioleur qui sort de prison après avoir purgé 15 ans de prison pour vol de diamants et qui décide d'aller à Banshee, donc une petite ville de Pennsylvanie, pour retrouver la femme qu'il aime. Donc quand il arrive sur place, il est pris dans un règlement de compte qui aboutit au meurtre du futur shérif Lucas Hood. Notre protagoniste décide alors d'usurper l'identité de cet homme et de devenir le nouveau shérif de la ville. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu puisqu'il va se retrouver mêlé aux histoires de la ville qui est notamment contrôlée par Kay Proctor qui est en fait le chef de la pègre locale.
Alors pourquoi j'ai adoré cet univers? Tout simplement grâce à ses personnages. Donc le personnage principal qui est Lucas Hood, qui est en fait son nom d'emprunt puisque dans la série on ne connaît pas pour l'instant sa véritable identité. C'est un personnage donc qui est joué par Anthony Starr que je ne connaissais de nulle part. Lucas Hood c'est vraiment le stéréotype du anti-héros qui se retrouve tout le temps dans la merde. C'est aussi le mec baraque qui a plein de succès auprès des filles. J'avoue qu'il est quand même plutôt pas mal et que plus je regarde cette série, plus je tombe amoureuse de ce personnage, mais ça c'est mon avis personnel. Mais ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est que les personnages ne restent pas fixés à leur identité de départ, c'est-à-dire que tout au long de la série, ils vont évoluer, notamment grâce aux moyens de flashbacks qui nous permettent en fait de comprendre le passé de chacun des personnages. Donc c'est vrai que plus l'histoire avance, plus les personnages gagnent en cohérence et en épaisseur psychologique. Ne vous arrêtez pas juste aux premiers épisodes en vous disant ouais la série c'est un cliché. Alors évidemment c'est un cliché, c'est-à-dire qu'elle reprend certains codes, mais plus la série avance, plus soit elle les exploite à fond, soit elle les déjoue. J'aime tout particulièrement aussi le personnage de Kyle Proctor, donc le chef de la pègre locale, qui est un personnage en tout cas que je n'ai pas parvenu à détester complètement. Je pense que ça fait partie voilà, du méchant type qu'on apprécie beaucoup, ou alors c'est juste moi qui ai un problème. Les autres personnages de la série sont tout aussi géniaux, je pense notamment à l'acolyte de Lucas Hood, donc Job, qui est un génie de l'informatique, travesti, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ou encore à Sugar Bakes, qui est le propriétaire du bar près duquel Lucas Hood loge. Donc pour ce qui est de l'univers, c'est vraiment un univers déjanté, bourré de sexe et de violence. C'est vrai que si les scènes de sexe prédominent au début de la saison, ça s'atténue par la suite, mais en fait ça se fond plutôt bien dans la série. Mais c'est surtout la violence en fait qui prédomine. Et chose extrêmement surprenante, vous avez vraiment des passages jouissifs de pure violence. Je pense notamment aux différents combats à main nue qui sont plus ou moins dispersés dans toute la série. Je ne fais pas du tout l'apologie de la violence, mais c'est vrai qu'en regardant cette série, vous éprouvez un certain plaisir, probablement le plaisir que vous avez quand vous regardez un match de boxe où ils se foutent sur la tronche. C'est justement ce que j'aime beaucoup dans cette série, le fait qu'elle s'affranchit, j'allais dire, des normes morales, entre guillemets, pour aller extrêmement loin. Pour ce qui est de l'évolution de la série, il y a 4 saisons, la 4e est en train de sortir, elle est disponible notamment sur Canal+. Moi je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai vu les 3 premières saisons. C'est vrai que à la fin de la saison 2, l'histoire prend un chemin différent et on pourrait s'attendre à ce que la série perde son souffle. Mais pas du tout, d'autant que le film gagne en esthétique, que ce soit au niveau de la qualité visuelle ou du choix des images, mais aussi de la musique. Moi je vous conseille d'aller voir le générique ou tout simplement de regarder l'épisode pilote de la saison 1 pour vous donner une idée voilà, du potentiel de la série. En résumé, c'est une bonne série d'action bourrée de testostérone, le genre de série badass qui vous fait du bien et qui vous vide la tête. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette série. Et je rends la parole à Kim. Merci Freya, dévoreuse de livres, d'avoir accepté mon invitation et surtout de nous avoir conseillé cette excellente série Banshee qui est vraiment véritablement une tuerie et qui est pas assez connue à mon goût. Donc je te remercie encore. Maintenant je vais taguer 3 personnes, c'est-à-dire 3 youtubeurs pour qu'ils en fassent des critiques vidéo. Donc ce serait très intéressant, je serais très intéressé à avoir leur point de vue sur ces films. Donc le premier c'est Fabien Condamina. Pour l'aventure de Madame Muir, j'aimerais que tu fasses une critique vidéo sur ce film. Et Valentin Bréheret pour Goodbye Oncle Tom. Donc ton point de vue serait très intéressant sur ce film un peu what the fuck. Et la 3e personne, Maureen Sway Cream Scene. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens des chaînes en barre d'infos pour le film d'Alfred Hitchcock, Sueur froide. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve d'ici 2 semaines pour notre 7 semaines j'ai vu, parce que place aux jeux vidéo, il faudrait que je reprenne un peu le fil de mes jeux, et ensuite viendront les critiques littéraires. Donc d'ici là, et en attendant, bonjour chez vous.